I was born to be free. I was born to be free. La LBLIX présente le Mac des Libertés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Mac des Libertés, une émission en collaboration avec les étudiants de la LB et de l'IEX. Il est plutôt pas mal ce décor, Ma, tu ne trouves pas? C'est vrai Luna qu'il est pas mal du tout. Nous sommes ravis de vous accueillir dans les jardins emblématiques du Botanique que nous aurons l'occasion de découvrir tout à l'heure avec l'entretien de Shin-Suk Surjan. Wow, Ma, tu vas un peu trop vite. D'abord, le sommaire. Dans ce Mac, nous vous proposons un débat qui questionne les termes wokisme et universalisme. Sont-ils contradictoires ou complémentaires? Et comme à notre habitude, nous irons découvrir les coulisses du festival qui cette fois nous emmène derrière le bar. Et enfin, on terminera par les rappeuses Angie et Lazuli qui ont enflammé le Festival des Libertés hier soir. En compétition cette année, le documentaire Sorry Not Sorry nous plonge dans la chute publique de l'humoriste Louis C.K. et son retour sur scène. Un documentaire puissant que nos deux journalistes Célia et Sarah sont allés découvrir. Ce soir, c'est un film très attendu qui est projeté au festival. Le nouveau documentaire de Cara Moons et Caroline Sou revient sur une affaire qui a fait grand bruit aux États-Unis. Une très bonne projection et une bonne soirée. Un mois après le scandale Weinstein, Louis C.K., grand humoriste américain, est également accusé par plusieurs comédiennes d'agression sexuelle. Les témoignages sont nombreux et lui-même avoue les faits. Pourtant, quelques années plus tard, il revient sur scène. Le documentaire plonge le public dans cette affaire moins connue en Europe, à travers notamment de témoignages de comédiennes qui dénoncent les agressions de cet humoriste. Le film a suscité pas mal de réactions au sein du public. Est-ce que vous trouvez ça légitime qu'il reprenne un peu le succès qu'il avait avant que ça sorte? J'en sais trop rien. En tout cas, ce qui est gênant, je trouve, c'est de la manière dont c'est fait, ce qu'il dit du coup, comment est-ce que tu sens qu'il n'a pas du tout saisi l'opportunité d'apprendre de son comportement. Enfin, moi, je considère que maintenant, son public, c'est un public problématique. On vit dans un monde problématique, quoi. Et c'est quand même incroyable que cet homme continue, même voir. He's more successful qu'il était avant, donc c'est assez intéressant. Un film qui fait sens dans la programmation du festival selon sa coordinatrice. Il nous invite quand même un peu à la pratique du libre examen et de l'esprit critique et de nous positionner chacun et chacune avec notre fort intérieur par rapport à nos convictions. Et ce film-là, il est vraiment magistral pour ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a eu envie vraiment de le programmer au festival. Je l'ai dit dans la présentation, il y a un débat qui est en lien avec ça aussi. Comment est-ce qu'on se comporte avec des personnes qui ont commis des agressions? Quelle place on leur donne dans l'humanité? Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, Sorry Not Sorry sera projeté plus tard dans l'année gratuitement dans des cinémas bruxellois. Dans la suite de ce magazine, on discute avec Alexis Pharmakidis, modérateur de débat lors de ce festival, mais pas que. Grâce à son parcours atypique, il est aussi expert en aérospatial. Edwin est parti à sa rencontre lors d'une interview quelque peu spéciale. Bonjour Alexis Pharmakidis, vous êtes expert dans le domaine aérospatial, vous avez notamment travaillé en Guyane dans le centre d'études spatiales et puis aujourd'hui vous êtes animateur sociopolitique chez Bruxelles Laïque. Alors un parcours peut-être un petit peu atypique, mais du coup ensemble on va faire un petit jeu, on va travailler sur quelques idées reçues sur le cosmos. Parfait. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Alors le Big Bang, est-ce que c'est une théorie qui est acceptée ou démontrée par la communauté scientifique? Alors je ne suis pas un astrophysicien de formation, donc je vais essayer de répondre avec mes connaissances. D'après ce que je me souviens, c'est une théorie qui est donc acceptée et démontrée par la communauté scientifique. On sait jusqu'à quelques fractions de secondes après le Big Bang ce qui s'est passé, mais on n'arrive pas à remonter juste avant. Alors, est-ce qu'il vaut mieux déménager sur une planète B ou bien essayer d'améliorer la Terre? Clairement, la deuxième réponse, donc améliorer la Terre, ce serait clairement l'objectif à prioriser aujourd'hui. Et tout ce qui est déménager sur une autre planète, ça viendrait en bonus après tout ça. Aujourd'hui, les Américains vont aller sur la Lune bientôt, d'ici 2026 plus ou moins. Est-ce que ce serait possible en Europe aussi? Alors ça, c'est la grande question un petit peu que se posent les agences spatiales européennes. Il y a un projet de s'associer aux Américains pour qu'un Européen puisse marcher sur la Lune dans le cadre du programme Artemis et dans le cadre d'une station spatiale orbitale autour de la Lune et donc une station permanente sur la Lune. Mais pour l'instant, l'Europe n'a pas de programme propre
d'envoyer avec ses propres moyens des astronautes sur le sol lunaire. Est-ce que le retour dans le temps, comme dans le film Retour vers le futur, ce serait possible ou c'est complètement impossible? De nouveau, c'est des questions plus pour des physiciens, mais d'après ce que je me souviens, il serait plus probable en théorie de pouvoir déformer l'espace-temps autour de nous pour aller plus vite que la lumière que d'accélérer des objets aussi rapidement que la lumière. Vous avez un magnifique pull sur le trou noir, alors justement, est-ce qu'un trou noir c'est visible ou invisible? Si le trou est noir, c'est justement parce que tout ce qui passe près d'un trou noir en fait tombe dedans et ne peut pas trop y échapper, donc c'est pareil pour la lumière. On a depuis quelques années maintenant, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, une photo d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie. Mais au final, là où devrait se trouver ce trou, c'est toujours noir, mais on peut voir vraiment toute cette matière qui est accélérée par la gravité de ce trou noir et qui nous donne justement cette belle image qui est absolument inédite. Et alors, dernière question, un petit bonus. Est-ce qu'il est plus probable de voyager à la vitesse de la lumière ou de se téléporter? Plus probable de se téléporter, donc de nouveau dans le sens où il serait plus probable de déformer, pour l'instant en théorie, l'espace-temps autour de nous, et donc d'aller plus vite que la lumière, ce qui donnerait une sorte d'effet un peu de téléportation, plutôt que d'accélérer des objets qui ont de la masse aussi rapidement que les photons. Eh bien, merci beaucoup Alexis Farmakidis, et on vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Dans la société actuelle, on entend souvent parler de wokisme. Pourtant, le sociologue et politologue Alain Policard nous explique que le wokisme n'existe pas. Pourquoi? Eh bien, c'est la question que Lilian est allé lui poser. La liberté est dangereuse. Libre d'en parler. Alain Policard, bonjour. Bonjour. Et vous vous trouvez dans les sous-sols du théâtre avec tous les artefacts, tout le matériel qui est prévu pour les pièces. Aujourd'hui, on vous retrouve pour notamment parler d'un sujet et d'un thème en particulier, le wokisme. Alors, la définition telle qu'on la trouve dans les dictionnaires, c'est en fait un courant de pensée qui nous vient de l'Amérique et qui dénonce les injustices, les discriminations que subissent les minorités. Vous dites que vous êtes contre. Pourquoi ? Je suis contre l'utilisation du mot parce que, encore une fois, il existe un mouvement woke, on peut parler de wokeness, qui est un mouvement qui consiste à s'attacher aux discriminations, aux inégalités. Mais le wokisme, c'est un mot qui a été créé par les adversaires du wokisme, en quelque sorte, et qui vise à déconsidérer tous ceux précisément qui s'intéressent à ces questions d'inégalité et de discrimination. Donc si je comprends bien, on utilise le mot qui nous vient de l'Amérique, on le tord un petit peu, on enlève sa vraie signification et vient ce mot du wokisme. Voilà, je pense qu'il y a eu pas mal de querelles auparavant, à la querelle du politiquement correct. Et le wokisme est venu effectivement se substituer fondamentalement parce que comme on ne sait pas à quel adversaire on s'adresse, il a de grandes chances de persister, si vous voulez, parce que c'est indéterminé. Voilà. Et on crée un adversaire de paille qui n'existe pas vraiment, et par conséquent, on peut effectivement dire un peu n'importe quoi. Oui, et c'est devenu, du coup, un mot qu'on utilise partout dans les débats politiques. On emploie ce mot pour désigner n'importe qui, en fait. Oui, on désigne ceux que l'on n'aime pas, en général. C'est un spectre très large. Ça va de l'intersexualité, la théorie de la race, la théorie du genre, comme on dit. Tout ça, c'est quelque chose qui appartient en quelque sorte à l'appareil critique des sciences sociales et qui fait l'objet d'une condamnation de la part de la pensée régressive, réactionnaire. Alors aujourd'hui, vous vous trouvez au Festival des Libertés pour participer à un débat intitulé « Wokiste versus universaliste ». Point d'interrogation. C'est pour vous obligatoirement une opposition entre ces deux termes. On ne peut pas être wokiste et universaliste. On peut être woke et universaliste, et c'est ce que j'essayerai de montrer, parce que effectivement, beaucoup de ceux qui se disent anti-universalistes parmi quelquefois des militants woke, l'universalisme à servir à justifier la conquête de la colonisation, la mission civilisatrice de l'Occident. Mais je considère, moi, que l'universalisme n'est pas totalement, en quelque sorte, à jeter aux orties. Il doit être préservé, mais renouvelé. Merci beaucoup, Alain Policard, d'avoir pris le temps de parler de cette thématique avec nous. Et bon festival, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Place maintenant au Balance et Liberté. Comme chaque jour, nous avons été demandé à des festivaliers et festivalières de nous raconter des moments où ils se sont sentis particulièrement humains ou inhumains. Voici les quelques témoignages recueillis dans les couloirs du Théâtre National. Balance et Liberté!
Ça peut être quelque chose de bizarre. Je vais raconter l'histoire d'un jour où j'attendais le bus, tranquille. Je préfère l'électricité que le carburant. Et il y avait une femme voilée à côté de moi et un homme d'une 50aine d'années plus ou moins s'est approché de moi. Me conseillait de changer de place parce que tout simplement la femme était voilée. Et voilà, je trouve ça déshumanisant. On est tous humains. Moi je pense à France Arrête, qui est une femme militante à Liège dans le milieu de l'aide aux personnes migrantes. Toutes les fois où dans des discussions on m'a mis à l'aise et on me complimentait pour des petites futilités. J'ai une catapulte à avion hydraulique. Elle lâche pas, malgré que parfois vraiment ils soient 3 à des rassemblements. Juste qui réchauffe le cœur et qui montre que l'humanité est encore un peu gentille, quoi. Et ouais, elle m'inspire pas mal. C'est bon, passons à la prochaine question. Des documentaires forts et inspirants sont projetés tous les jours au Théâtre National. Aujourd'hui, Judith rencontre Kinshuk Surjan, réalisateur indien, à l'occasion de la projection de son nouveau projet Marching in the Dark, un récit poignant qui raconte l'histoire de veuves indiennes qui doivent s'entraider entre le chagrin et l'espoir. Bonjour Kinshuk Surjan et bienvenue. Vous êtes un réalisateur indien résidant en partie à Bruxelles. Vous avez un nouveau projet Marching in the Dark qui documente les réalités de l'Inde rurale sur une période de 5 ans. Le personnage principal du film, Sanjivani, est assez timide et réservé. Comment avez-vous fait pour acquérir sa confiance ? C'est vrai que la société dans laquelle j'ai tourné le film est plutôt traditionnelle et qu'une femme veuve aperçue en ma compagnie ou en train de me parler, moi, un homme du même âge, c'est compliqué. Mais petit à petit, nous avons traversé beaucoup de situations difficiles ensemble, comme quand sa maison s'est effondrée ou quand on a dû chercher une école pour ses enfants. Avec le temps, une confiance a pu se créer. Votre film laisse beaucoup de place au silence et aux pensées. Que cherchiez-vous à créer par ce choix narratif ? Le silence, c'est une... Dans le deuil, je crois qu'il n'y a parfois pas tellement de choses à dire. On ressent son poids dans un foyer qui a vécu un suicide. Du coup, on a décidé de juste rester là, car le silence, ça permet aussi d'écouter. On trouvait tout aussi important de les écouter que de leur parler. Trouver un moyen pour que le silence puisse les aider. Et enfin, le thème du festival cette année est l'humanisme dans son sens le plus large. Quelle est l'expérience humaine que vous retirez de ce projet ? Je n'avais jamais fait l'expérience d'un deuil si profond avant de réaliser ce film. J'ai donc pu apprendre à gérer cette peine. Ce que j'ai compris grâce à elle, c'est qu'être ensemble peut aider à faire son deuil. En fait, sortir de sa solitude intérieure peut nous reconnecter avec nous-mêmes. Quand ma tante est décédée, j'ai pu être là pour ma mère, grâce à ce que j'avais appris de mes personnages. Appréhender le deuil par l'entraide. Merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui et profitez de votre festival. Merci beaucoup. J'irais bien me prendre une petite bière, moi. Alors Luna, faudra pas oublier ton jeton. Comment ça ? Au comptoir, il n'est pas question de cash ou de carte bancaire. Vous allez voir, c'est un autre système. Un reportage signé Edwin, Camille et Marine. Derrière le rideau. Au bar du festival, les boissons valent des jetons. Mais pourquoi ce système de paiement ? Premièrement, c'était vraiment une question de temps, c'est-à-dire que surtout quand il y a des gros concerts, donc au moment où les gens sortent, on est dans des rushs. Et si on doit commencer à changer la monnaie, ça va super compliqué. Puis il y a aussi le côté un peu hygiénique. Donc on est au bar, on est tout le temps en train de servir, on coupe les citrons pour faire les cocktails. Si maintenant on est sans cesse en train de toucher des billets ou des pièces, on va devoir sans cesse se laver les mains. Si pour le bar c'est pratique, chez les consommateurs, les avis divergent. Je trouve ça pratique pour pas se faire voler de l'argent, pour pas avoir des échanges en cash. Mais en même temps, c'est assez embêtant d'avoir à faire 2 files pour avoir une seule bière. Le jeton revient moins cher que dans les bars.
Et si ça peut éviter aussi de commencer à aller compter ses pièces, chic et tchac dans le portefeuille, c'est tout bénef. C'est ça. C'est pratique, au longtemps, il y a moins d'échanges d'argent et donc aussi de potentiel vol. Mais pour le client, je trouve que c'est pas le plus facile. La machine à jetons, c'est un genre de coffre-fort en fait en soi. Et donc les gens payent et voilà, nous on ne doit pas vraiment s'occuper d'une caisse et avec les risques qu'il y a derrière. Quoi. Pas de panique, si tous les jetons ne sont pas utilisés, ils restent valables les années suivantes. Je ne sais pas encore si je vais revenir l'an prochain, ça je trouve ça assez embêtant. Il y a pas mal de festivals qui mettent en place un remboursement par l'application ou quelque chose comme ou sur leur site web. Et ça je trouve ça pratique parce que c'est-à-dire si on achète pour 20 € de jetons, on consomme 18, on peut toujours récupérer les 2 € de différence. Finalement, jetons ou pas, ce qui prime c'est la convivialité. La culture, c'est aussi les échanges. Et donc, après un film, on a envie d'échanger sur le documentaire. Après un concert, on a envie de se retrouver avec ses amis. Et donc, tout le côté social, pour moi, est très lié au côté culturel. Et donc, le bar est effectivement central parce que c'est là qu'on va échanger sur ce qu'on a vécu dans les activités. Rendez-vous incontournable du festival, le bar, c'est l'endroit où échanger, discuter et débattre sans modération. Cette année, le Festival des Libertés accueille un invité de marque, Hugo TSR, figure emblématique et mystérieuse du rap indé. L'artiste parisien s'est produit sur la grande scène. On le découvre ensemble dans ce Focus. L'accélération a été fulgurante de 1000 à 1900 km/h. Tu m'as pas vu, j'ai pas fait de bruit dans l'équipe, pas de fébrile. La violence, c'est la parole des faibles, chaque jour je m'affaiblis. Hugo TSR ramène son flow au Festival des Libertés. Des lyrics contestataires sur un sample de vieux films, le tout enrobé d'une instru boom bap. Membre du TSR Crew pour Tease Shit Rap, Hugo TSR a su avec le temps s'imposer comme icône du rap français. Pour nous c'est mort, on mise sur nos enfants. Ramène pas de sky, je pourrais t'en boire citerne. En guise de point de départ, j'ai mis un TSR. Parfois critiqué pour ne jamais sortir de son schéma classique, parfois adoré pour les mêmes raisons, il rappe sa vision de la société creusée par les inégalités et les vices. Hugo TSR est un artiste qui rappe sur la rue et son quartier du 18e depuis toujours. Prisonnier du monde qui l'entoure, il dénonce et aborde des thèmes universels comme la mélancolie et l'injustice sociale. La police joue les écolos avec leurs poubelles jaunes que de la frime. Ça joue les activistes avec un Big Mac Coca frites. C'est pollué mais dans ma rue, j'ai pas vu Greenpeace demain le maître. Vandale dans l'âme, il a toujours adopté une posture de défiance vis-à-vis d'une société cadrée et dirigée par des élites. Dans le rap c'est la même Vandale style. Et ça sent dans ses textes. Ils sont grave hostiles, certains vomis dans les taudis, mais les escrocs sont à Wall Street. Hugo représente le rap indé, sortant de l'engrenage de l'industrie musicale et ses dérives. Dans un contexte de lutte sociale, Hugo TSR porte la voix des oubliés. C'est un des thèmes de son nouveau projet, sorti en mai de cette année, et intitulé La pluie. J'écoute que la pluie, je sais qu'elle ment pas. Même si j'ai le mental, j'écoute que la pluie, je sais qu'elle ment pas. Hugo TSR est un artiste qui rappe sur la rue et son quartier du 18e depuis toujours. Tu connais mon drapeau. Ce 18 c'est du seum en featuring avec Philippe. Fidèle à lui-même, il met sa musique en avant, quitte à laisser son image de côté. Sous sa capuche, avec sa posture de rebelle et son récit unique, il représente une liberté face à la déshumanisation croissante de nos sociétés. Et on termine par une note musicale avec le groupe NJ et Lazuli. Des paroles percutantes et un rythme envoûtant plongés dans l'univers de ce groupe féminin qui transforme le rap féminin en phénomène culturel. Libère les watts. Chaud, chaud, chaud. Ah, la sortie de virage, NJ et Lazuli ont chacune leur carrière solo respective, mais cette fois-ci, elles ont joué à deux leur projet commun, Angelina Zuli, sorti en 2023. Pour la dernière date de leur tournée, elles sont venues à Bruxelles, au Festival des Libertés. En vrai, de base, on n'avait pas du tout d'objectif. On l'a vraiment fait en mode on est devenus potes, on a commencé à faire des sessions parce qu'on kiffe faire du son, et à la fin, ça a donné un EP. Lazuli, chef de jeep, pas choqué si tu poses pas de.
stop toutes tes filles. Tu pourras jamais intégrer l'équipe, bébé. En studio, tout est fluide, la fusion des fils. C'est-à-dire qu'on s'est toujours rencontrés sur un terrain qui était ni le sien ni le mien. On a des influences en commun quand même. Oui, bien sûr, mais je veux dire que il n'y a pas eu de truc genre. Oui, on fait ton univers et mon univers. Ça a toujours, oui, c'est vrai, ça a été un compromis toujours on a entre nous créé deux. un terrain et puis après on est toutes les deux venues se mélanger en fait l'une l'autre. Toute cambrée sur la moto, faut doser, tu te casses le dos. Je t'ai dit prépare ton cardio, faut t'accrocher dans le virage. Faut t'accrocher dans le virage, c'est nous les méchants, pas de visage. Moi je trouve qu'on est des meufs de mood. On va au studio si j'ai envie de faire un truc qui découpe ou j'ai peut-être envie de parler d'amour, ça va trop dépendre de l'instant. Dans mon simili, babe, j'ai déjà tout dit, braver les interdits, peut-être. J'ai plus le temps, baby, je dois dire next, t'expliqueras à tes pétasses, putain. Le duo Angelina Jolie n'a pas loupé le coche. Au milieu de rythmiques vivantes et exotiques, elle clôture cette soirée rap avec classe. Mais qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour la suite? Que notre musique elle se développe, qu'elle touche encore plus de monde, qu'on puisse encore plus propager en gros l'intention qu'on met dans notre musique. Et franchement, moi, des concerts où les gens ils connaissent nos paroles par cœur, j'ai envie de faire un gros Bercy, tu vois. Ouais. Au moins un Et Olympia bientôt. Avant d'aller à Bercy, au pire des cas, si on doit être patiente, allons au moins à l'Olympia. Petit disque d'or, un petit disque de diamant, quoi. Ouais, si tu me souhaites ça, c'est pas mal. C'est la dernière fois que je me fais ça. Tu le sais, c'est doux caramel. Que des pics, c'est toi dans mon tel. Dis-moi pourquoi tu te rebelles. Entre nous deux, c'est hot, ouais, c'est charnel. Et voilà, notre émission est déjà terminée. Nous avons été ravis de vous accompagner tout au long de ce MAC dans ce magnifique lieu qu'est le Botanique. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission avec une nouvelle équipe.